Nous avons toutes des changements à vivre à un moment ou autre de notre vie, que ce soit, parfois subis ou choisis. Et parfois c'est nécessaire de partir, même si financièrement justement ça peut être confortable de rester. Heu j'ai fait ce choix moi à l'aube de mes 40 ans d'être pleinement moi-même et donc de quitter, la situation, que je vivais au monastère. Si tu es dans une situation inconfortable et que tu n'oses pas passer le pas, peut-être que cet épisode, t'inspirera. Dans cet épisode, je te partage mon chemin pour rebondir après avoir quitté la vie monastique, comment je me suis débrouillée pour m'en sortir en m'appuyant aussi sur l'aide d'autres et le fameux système D. Ça t'intéresse? Eh bien, à tout de suite. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast par des femmes pour des femmes. Plus de vie, c'est une thématique par mois, déclinée à travers des interviews, des partages, des réflexions et des méditations. Et c'est pour toi, femme qui cherche à être toujours plus vivante et incarnée. Buen camino! Dans l'épisode précédent, je rencontrais Stéphanie Pinault qui accompagne les entrepreneurs pour ne pas finir à poil. Ici, je te raconte comment j'ai pu rebondir financièrement après 17 ans de vie monastique alors que je n'avais comme habit civil qu'un jogging. Ça t'intéresse? À tout de suite. Quand j'ai quitté le monastère, j'avais beaucoup de papiers, des cahiers, des classeurs, des notes de cours en tout genre. Et après, en habit civil, j'avais seulement un jogging. Je n'étais pas à poil, mais pas très loin. Une des premières aides reçues, ça a été une amie de Marie-Laure, justement, ma meilleure amie, qui est avocate et qui, sachant ma situation, a fait le tri dans sa garde-robe et m'a donné des vêtements. Il se trouve qu'on avait un peu la même corpulence. Ça m'a permis d'avoir un peu plus qu'un jogging pour m'habiller, ce qui était très bien, avant de pouvoir être en mesure d'acheter aussi des vêtements. En accompagnant des femmes, je vois combien la peur de ne rien avoir si elles quittent, par exemple, leur mari violent, ça les empêche de passer à l'action. Et souvent, elles ont été coupées de moyens financiers au fur et à mesure, et ça les empêche de partir. L'autre sort étant de rester pour les enfants, comme si être confronté à un père maltraitant quotidiennement, c'était bon pour eux, mais les restes d'engagement, du fait de s'être marié, donc c'est pour la vie, même quand ça se passe mal, peuvent être forts aussi comme limite, mais l'aspect financier est vraiment un point important qui n'est pas à négliger. Et je comprends que cet aspect de mindset, surtout quand on a été maltraité, on a une mauvaise estime de soi, donc on ne se voit pas redémarrer une nouvelle vie. Mais il y a aussi l'aspect financier qui rentre en ligne de compte. Personnellement, c'est vrai que moi, j'avais pas la pression des enfants et je recommençais seule. J'ai conscience tout à fait que ce n'est pas la même chose. Pourtant, je pense que ce chemin partagé peut en inspirer d'autres pour oser franchir le pas, d'être aussi pleinement soi-même finalement, et sans limitation par d'autres. Et donc, je suis dans le témoignage vivant que c'est possible de repartir à zéro et de bien s'en sortir. Je vais donc te partager ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'a permis de rebondir après mon départ, les clés, les démarches, l'état d'esprit qui m'ont permis d'avancer. Une des choses d'abord était d'anticiper, c'est-à-dire même avant de quitter la communauté, je me suis renseignée sur les démarches canoniques, qu'est-ce que j'avais le droit de faire. Donc le droit canon, c'est le droit de l'Église catholique. Et donc je me suis renseignée d'abord, c'est-à-dire demander conseil, parler à quelques proches, en disant que j'envisageais de prendre de la distance. Et donc, on m'a conseillé d'avoir un travail, d'avoir un lieu de vie, ce qui me semblait assez logique, voilà. Donc, ma meilleure amie, il se trouve qu'elle avait un camping. Donc, je lui ai demandé, elle m'avait en plus partagé qu'elle avait des soucis de saisonniers qui étaient partis. Donc, comme on était en fin de saison, c'est-à-dire que la saison, en gros, des campings, c'est plutôt, on va dire, avril jusqu'à la Toussaint. Et là, on était au mois d'août, donc je savais que c'était encore la saison. Et en fin de saison, ça peut être chaud justement parce que c'est plus le mois d'avril qu'on est sur le pont à être très engagé, donc perdre des saisonniers comme ça
en cours d'été, c'était assez raide comme épreuve pour quand tu es gestionnaire de camping. Donc du coup, je lui dis, écoute, voilà, si tu cherches quelqu'un, est-ce que tu penses que c'est possible que tu m'accueilles? Je savais aussi que les saisonniers avaient des mobil-homes pour être logés. Donc je savais que je pouvais, si elle acceptait, avoir, on va dire, un toit sur la tête et un travail, même si c'est modeste, voilà, ça permet de ne pas sortir en n'ayant rien. Donc du coup, j'ai demandé à ma meilleure amie, voilà, est-ce que ce serait possible de venir? Et donc elle a tout de suite accepté, bien sûr. Donc ça, c'était un gros soulagement déjà. Mais donc voilà, anticiper, en parler aux proches. J'ai aussi anticipé le soutien dont j'aurais besoin psychologique. Elle avait une bonne psy sur Abbeville, donc je lui ai dit, bah écoute, est-ce que tu peux prendre aussi rendez-vous avec ta psy pour que quand j'arrive, voilà, je commence à être accompagnée. Donc ça, c'était très précieux. Donc cette anticipation, je cherchais aussi quelqu'un pour m'accompagner spirituellement dans cette démarche, parce que c'était un gros changement de vie. Et donc j'ai aussi, bon ça c'est aussi la providence, alors après vous vous accueillez ou pas, mais voilà, il y a un de mes profs que j'avais eu quand j'ai fait mes formations théologiques, avec qui c'était bien passé, qui se trouve qu'il est passé au bec juste au moment où j'étais en train de faire les démarches pour sortir. Et du coup, bah, j'ai demandé à le voir, on avait pu parler, il m'avait donné 2-3 questions, il avait fait bien avancer, donc j'en ai parlé à Père Abbé aussi, que j'ai pu voir avant de partir, et qui m'a dit, parce que tout le monde me conseillait d'avoir un jésuite, il se trouve qu'il était dominicain, et donc Père Abbé m'a dit, mais non, et voilà, il a été super de communauté, il a été formateur, il a tout ce qu'il faut pour bien t'accompagner, et comme voilà, le feeling était bon, et je sentais que c'est quelqu'un avec qui je pouvais parler de tout, parce que voilà, c'est parfois compliqué d'avoir un accompagnateur spirituel qui, on va dire, a cet équilibre de s'occuper de l'humain et du spirituel, et pas être un peu, enfin complètement sur le spirituel, et du coup assez désincarné par rapport à ce que tu peux vivre. Et là, c'est ce que j'appréciais chez lui, c'est qu'il y avait ce bon équilibre. Et donc, je lui ai demandé s'il voulait bien, et ça a aussi été très important pour moi d'avoir cette personne avec qui je pouvais dialoguer et parler de manière très ouverte sur ce que je vivais, et prendre du recul par rapport à ce que j'étais en train de traverser comme passage, quoi. Donc j'ajoute ça aussi dans les ressources, parce que c'est important de ne pas rester seul, d'avoir des lieux de parole clairs. J'avais aussi une amie africaine avec qui j'étais en formation à Montréal, qui vivait aussi des choses difficiles avec sa communauté. Elle est congolaise, et pour moi, c'est vraiment la mama congolaise. Donc je sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais pour moi, c'est vraiment la femme forte, la femme africaine forte, voilà, qui elle est de la région où ça a chauffé, hein, suite au génocide de Rwanda, à l'est du Congo. Il y a eu une partie de fuite des génocidaires au Congo qui font des sévices qui sont assez violents, et elle est de cette région-là. Son monastère avait été attaqué, enfin, c'est qu'elle connaît très bien. C'est une femme forte, quoi, qui a traversé la guerre, qui a traversé des choses très difficiles, et qui a beaucoup d'humour, qui est très pragmatique aussi. Elle était économe de son monastère, donc elle a le sens des réalités. C'est elle, du reste, qui m'avait partagé son tableau Excel à la base quand on était à Montréal pour faire les comptes. Donc elle est aussi très concrète. Et donc c'est aussi une personne avec qui je pouvais bien parler, et avec qui je pouvais avoir un bon soutien. Donc voilà, ne pas rester. Enfin, il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect humain de pouvoir être soutenu. Mon parrain aussi, ça est venu pour mon anniversaire. Il y avait mon anniversaire juste au moment où je suis sortie. Ils sont venus avec sa femme, et il m'a dit, bon, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je te donne voilà, un chèque de 100 € pour que tu puisses t'acheter un tailleur. Voilà, j'ai encore des enfants qui sont en études, donc je peux pas donner plus, mais je me dis, et puis voilà, avec ma femme, on est vraiment là pour toi si tu as besoin. Donc voilà, quel que soit ton choix, on respecte ton choix. Donc c'était très touchant, parce que bon, c'est des cathos très pratiquants, et des fois des gens réagissent pas bien quand tu es en réflexion pour rompre un engagement. Et là, c'était vraiment, on est à tes côtés, quelle que soit ta décision. Donc c'était fort, parce que voilà, il habitait à Fontainebleau, donc il a fait la route jusqu'à Abbeville pour me dire ça. C'était très apprécié, et de fait, j'ai acheté un tailleur avec l'argent qu'il m'a passé, ce qui m'a permis de passer mon premier entretien d'embauche, ce qui était chouette. Voilà, c'était mieux que le jogging. Voilà. Donc pour dire, voilà, l'aspect humain est aussi important. D'anticiper cet aspect humain, et de ne pas rester seul avec ce que tu vis, si tu penses avoir cette étape de quitter une situation qui peut être compliquée.
Donc, j'ai commencé par anticiper. Là, je parle, voilà, d'oser parler, d'aller chercher du soutien. L'autre aspect, c'est d'aller oser demander de l'aide, quoi. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec ma meilleure amie en lui disant, est-ce que tu peux m'accueillir? Quand j'ai acheté la maison, j'ai les parents d'une amie qui sont venus visiter avec moi. En fait, je leur avais parlé de la situation. Papa était architecte de formation, donc voilà, si papa avait été encore en vie, je lui aurais demandé conseil quand j'ai acheté ma maison, mais là, il était plus là. Et il se trouve que le papa de cette amie était maçon et chef de chantier à la retraite. Et en fait, voilà, ils sont venus avec sa femme. Donc ça veut dire en fait 3 heures de route en tout, parce que c'est 1 heure et demie de là où ils habitent, pour s'assurer que j'achetais, pour me donner des conseils par rapport à la maison que j'achetais. Donc pas oser, je leur avais posé des questions comme ça quand je les avais vus sur la maison, et du coup, c'est eux qui ont proposé, mais si tu veux, on vient. Et j'ai accueilli ça aussi. Voilà, c'est pas, on n'a pas toujours l'habitude d'accueillir des choses comme ça, mais c'est bien de oser demander de l'aide et oser accueillir l'aide qu'on te donne aussi, hein. Je me souviens d'un ami, d'une amie d'amis qui m'avait aussi dit, écoute, je connais quelqu'un qui bosse en association de réinsertion. Bon, c'est plutôt pour les personnes qui sortent de prison ou qui sont parties après un long temps d'expatriation, des contextes un peu comme ça, ou des contextes sociaux compliqués. Mais voilà, toi, ça peut aussi toucher à ça, parce que tu changes de vie complètement. Et c'était chouette, parce que bon, ça faisait 2-3 mois que j'étais sortie, et en fait, ou 1 mois même, peut-être, pas si longtemps que ça, peut-être 2 mois, 2-3 mois, oui. Et elle m'a dit, mais t'as le droit au RSA et tout ça. Donc bon, alors ça fait partie des choses que je n'avais pas réalisées non plus, parce que je pensais pas à ces choses-là. Aujourd'hui, je dirais, peut-être aller voir une assistante sociale, c'est possible, quoi. Il y a des CCAS aussi dans les villes où tu es, donc ne pas hésiter quand c'est vraiment en situation précaire, ce qui n'est pas forcément heureusement le cas de tout le monde, mais d'aller demander conseil à des personnes qui vont savoir quelles sont les aides auxquelles tu as droit. En France, on a quand même la chance d'avoir des possibilités d'aide, donc c'est pas la peine de rester sans ressources. Alors bon, le truc paradoxal, c'est que c'est le moment où j'en aurais eu vraiment besoin, parce que quand j'ai quitté j'ai quitté assez vite, la saison finissant à la Toussaint, je suis venue m'installer chez mon parrain Fontainebleau, qui pour le coup m'a proposé avec sa femme d'être, dit on peut être ta base arrière si tu veux, comme ça on n'est pas loin de Paris, ça te permettra de ne pas de pouvoir aller chercher sur Paris du travail et tout. Donc ça, c'était super précieux. La maison est grande, voilà, on peut pas, on a 6 enfants, donc des fois ça peut être chaud, mais voilà, donc ça c'était aussi super aidant. Donc s'appuyer sur son réseau, s'appuyer sur ses amis, ses proches, écouter les conseils qu'ils peuvent demander. Et donc pour le RSA, la petite histoire, c'est qu'en fait, au moment où j'en aurais eu plus besoin, j'y avais pas droit, parce qu'il faut faire la demande, mais en fait, tu vas avoir l'aide 3 mois après. C'est-à-dire qu'il faut résider quelque part. Donc, si tu sors et que tu n'as pas d'adresse, là, mon parrain, j'avais commencé à loger chez lui en novembre, début novembre. J'étais sortie début septembre, le 6 septembre. Et donc, le temps que novembre, décembre, janvier, en fait, j'ai pu faire la demande officielle début février. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, on m'a dit non, quand je suis arrivée en novembre, on m'a dit non, vous n'avez pas le droit tout de suite. Et du coup, j'ai eu l'aide finalement d'un coup, parce que je crois que c'est rétroactif, mais seulement en février. Enfin, j'ai dû le recevoir en mars, alors qu'en fait, j'ai commencé mon travail 18 février de mémoire, dans l'association dans laquelle je bossais. Donc j'ai trouvé du travail en février, et donc j'ai tout reçu d'un coup, alors que c'est avant que j'en aurais eu besoin. Donc c'est avoir conscience de ces temps de latence pour le prévoir au niveau financier, ne pas se retrouver en difficulté, quoi. Donc ça, c'est oser demander de l'aide, accueillir les aides et conseils. Aussi, on m'a parlé d'un réseau qui s'appelait le réseau Véro, donc qui fait le boulot d'une association, même si ce n'en est pas une, et qui était pour les anciens religieux. Donc je connaissais pas ce truc-là, maintenant je connais bien. Et donc plusieurs personnes m'ont dit, mais qui ne se connaissaient pas, m'ont dit, mais est-ce que tu as entendu parler du réseau Véro? Est-ce que tu as entendu parler du réseau Véro? Donc j'ai fini par dire, bon, ok, on va aller voir ce réseau. Donc j'ai appelé
j'ai appelé une personne de ce réseau. Enfin, j'ai envoyé un mail et on m'a appelé et je suis toujours en lien avec eux. Du reste, je, je dors même chez la personne qui m'avait appelé à l'époque et qui faisait un peu un audit pour savoir de quoi tu as besoin, parce que les besoins peuvent être très différents selon chacun. Elle m'a dit: ah oui, tu te débrouilles bien, tu as trouvé un travail, tu as trouvé un logement, parce qu'à l'époque j'avais du coup trouvé une colocation contre service. Et donc, de quoi tu as besoin? Ah oui, tu envisages de faire une formation de coaching. Bon, je peux te mettre en lien avec 2 coachs pour que tu puisses échanger sur le métier, voir si ça te correspond vraiment et tout ça. Donc, voilà, il y a cette association, elle va donner tout. Enfin, elle va rediriger vers d'autres associations, enfin, c'est pas une association, mais vers d'autres associations selon tes besoins. Et donc, il y en a qui peuvent pas avoir justement d'habits du tout. Bon, il y a des associations qui peuvent t'aider à avoir des habits civils corrects si tu veux passer un entretien d'embauche. Il y en a qui vont te faire un peu de. Il y a des psys qui sont en lien avec le réseau aussi, qui vont accompagner le fait d'avoir ce choc aussi du changement de vie. Il y a vraiment plein d'aides diverses, aussi pour aider à faire un CV, enfin, des choses comme ça, donner des conseils pour trouver un travail. Éventuellement, voilà, de l'aide d'urgence ponctuelle si la personne se retrouve sans logement même. Donc, avec tout un réseau de bienveilleurs qui sont plutôt des jeunes retraités qui vont être là pour la personne, l'accompagner si elle a besoin de soutien moral aussi. Donc, selon les situations, parce que les situations peuvent être... il y a des communautés où il y a eu de l'abus, enfin, c'est pas toujours évident. Donc, aller chercher ces aides qui existent, en fait. Il y a des associations qui existent. Donc, ne pas rester seul avec ça, accueillir l'aide et les conseils qu'on te donne pour avancer, puis aller le chercher. C'est-à-dire, éventuellement, moi, tu vois, j'ai pas été voir d'assistante sociale. Peut-être c'est une des choses que j'aurais dû faire en sortant, mais j'ai pas ce réflexe-là. Ensuite, il y a les questions de... Il y a parfois du discernement à avoir. Parmi ceux qui m'ont proposé de l'aide quand je suis sortie, il y avait un de mes frères et un de mes meilleurs amis qui sont tous les deux avec des charges de famille, avec 6 ou 7 enfants. Et qui ont parlé avec leur femme, ont dit écoute, si tu veux, pendant 1 an, on te donne 100 euros. Et là, j'ai discerné que c'était vraiment pas juste que moi, qui pouvais travailler, aille prendre de l'argent de personnes qui sont déjà avec une charge de famille lourde et tout, alors que moi j'étais toute seule. Donc j'ai refusé cette aide. Donc ça ne veut pas dire, c'est pour dire qu'on peut exercer aussi notre discernement. Mais ça m'avait beaucoup touchée, quoi. Alors que tu as déjà 7 enfants, donc avec ta femme, ça veut dire que vous êtes 9 dans la famille. Donc c'est quand même une charge financière aussi, pour quand tu as une famille. Et donc d'avoir cette générosité d'attention à toi qui sort de communautés qui est un peu sans ressources. J'ai pu constater que c'est souvent les personnes qui sont plus justes financièrement qui vont savoir ce que c'est que justement le coût de l'argent et le coût de la vie et du coup avoir le réflexe de t'aider plus que des personnes qui ont beaucoup de moyens et qui en fait du coup c'est même pas une question pour eux, donc ils pensent pas à t'aider parce que pour eux ils n'ont pas de problème d'argent, donc du coup ils y pensent pas. Il n'y a pas d'acrimonie là-dedans, c'est juste un constat. Et en même temps, j'ai eu plus tard une tante qui a beaucoup de moyens et qui, sans rien dire, m'envoyait un chèque en disant ça peut peut-être t'aider au moment des impôts et tout ça. Donc il y a aussi dans l'autre sens des gens qui ont des moyens et qui sont généreux, mais c'est un constat un peu général que souvent ceux qui vont être plus attentifs à la personne qui est en détresse, c'est plus quelqu'un qui a pu traverser un moment plus compliqué et qui du coup est sensible à ces questions-là. Donc ça c'est aussi important pour le mindset, c'est que ça sert à rien d'avoir de l'amertume, de l'acrimonie par rapport à ces personnes-là. Je pense qu'il y a souvent, elles ne se rendent pas compte. Et d'être dans le mindset plutôt de l'état d'esprit de gratitude. C'est-à-dire pour tout ce que tu reçois. Tu vois, d'avoir moi, mon parrain et sa femme qui me disent on en a parlé. Si on peut t'aider. Et puis de dire on peut être ta base arrière à côté de Paris. C'est hyper précieux d'être accueilli comme ça, le premier Noël aussi, d'être avec eux.
bon, bah, c'est un soutien énorme en fait, qui n'a pas de prix. Et donc d'être dans la gratitude de ce que tu reçois, même dans la gratitude de cet ami et de mon frère qui me proposait de me verser 100 euros par mois, même si j'accepte pas, d'être vraiment dans ce remerciement, parce que du coup, ça, voilà, c'est dynamisant, on avance, ou de cette avocate voilà, qui m'avait passé des vêtements. Donc c'est chouette d'être dans la gratitude par rapport à ce que tu reçois comme aide, comme conseil qui t'aide à avancer. Un autre conseil que je donnerais, c'est de faire un pas après l'autre, hein. Donc, je me souviens, voilà, quand je suis arrivée à, à Ville, donc j'ai vu cette psy, et bon, elle m'a bien aidée, mais il y a un conseil qu'elle m'a donné que j'ai pas du tout suivi. Donc, elle me disait, il faut que vous rencontriez quelqu'un. Donc, ça, c'était sa priorité pour elle. Moi, c'était très clair pour moi que c'était absolument pas ma priorité, que j'avais besoin, voilà, de savoir ce que je voulais faire, comme je voulais travailler, mais pendant cette année de césure, et donc trouver un travail. Je voulais avoir un lieu aussi où m'enraciner, et donc parce que bon, la situation chez ma meilleure amie était forcément ponctuelle, puisque c'était un travail saisonnier, donc je pouvais pas y rester. Et donc, c'est ça ma priorité, de voir qu'est-ce que je veux faire comme travail, même si je n'en reste pas, du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier, quoi, enfin, comme projet professionnel. Donc, j'avais besoin de travailler ces questions-là, du lieu de mon enracinement, de mon projet professionnel avant de faire autre chose. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, mon parrain et sa femme, que je vous l'ai dit, m'ont dit on peut être ta base arrière, on a une grande maison. Et c'est évident qu'il y a plus de travail à Paris, en région parisienne qu'ailleurs. Donc je me suis dit, bon, j'avais la clarté assez vite que je voulais revenir en Normandie, à terme, on va dire. Mais d'abord, j'avais besoin vraiment de gagner de l'argent, on va dire, très concrètement, et donc de trouver un travail. Et qu'en région parisienne, il y a plus d'offres. Donc je me suis dit, bon, ok, Fontainebleau, c'est un bon plan. Ça me permet de ne pas être trop loin de Paris. Ensuite, j'ai commencé à travailler, donc j'ai activé mon réseau. Donc ça, c'est aussi un truc important de dire d'être proactif. Ça, j'en reparlerai après. Mais j'ai trouvé du travail à Paris et j'ai commencé à faire les allers-retours. Donc 2 heures le matin, 2 heures le soir de trajet. Et là, j'étais assez vite au bout de ma vie. Ça m'épuisait en fait, venant d'un univers plutôt rural et calme en fait. Ces transports en commun là, matin et soir, donc ça faisait 2 heures de matin, 2 heures le soir en fait en tout. J'étais vidée, ça me crevait complètement. Alors mon parrain faisait ça depuis des années, je lui ai dit je sais pas comment tu fais, mais moi j'y arrive pas. Et pareil, là j'ai un petit peu écouté, cherché des solutions, et j'ai entendu parler de colocation contre service. Donc le fait, parce que oui, je voulais pas que tout mon salaire passe dans un logement, parce que le salaire n'était pas non plus, j'étais à un temps partiel dans une association, donc j'avais pas des gros moyens. Et à Paris, les logements sont très chers. J'avais pas non plus envie d'être dans un petit clapier à lapin, chambre de bonne et tout. J'avais vécu ça étudiante, mais là, à 40 ans, j'avais plus envie de ça. Et on m'a dit, mais regarde sur Gens de confiance, c'est un réseau un peu comme Le Bon Coin, mais plus avec une histoire de parrainage qui fait que ça protège un petit peu avec qui tu es en lien. Donc j'ai dit ok, d'accord. Donc plusieurs personnes, c'est comme le réseau Véro, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé sans se concerter. Donc j'ai dit ok, d'accord, j'y vais. Donc j'ai été sur Gens de confiance, j'ai cherché les annonces de colocation, et du coup j'ai trouvé un logement sur Paris. Pour une femme qui avait la maladie de Parkinson et dont la fille unique habitait à Londres. Et donc, elle avait eu plusieurs fois des étudiantes, mais ça les angoissait un peu de voir quelqu'un comme ça tomber, parce que avec la maladie de Parkinson, tu peux faire des chutes. Et moi, au monastère, on est tous à tour de rôle, on va dire ange gardien, donc on fait de l'aide à la personne âgée, d'une ancienne, et donc d'une sœur ancienne. Et donc, du coup, j'avais l'habitude, je savais comment relever physiquement une personne même un peu forte sans se blesser le dos. Enfin voilà, j'avais aussi l'habitude qu'il pouvait y avoir éventuellement des pertes de mémoire. Enfin c'est des choses qui étaient familières pour moi, parce que j'avais fait de l'accompagnement à la personne âgée, et donc j'ai trouvé cette solution qui m'a permis d'être à 20 minutes de mon travail versus 2 heures, donc et même de pouvoir soit le faire en vélo, soit le faire
en métro, donc ça c'était chouette aussi. Et voilà, j'ai mis un peu de temps à me mettre au vélo à Paris parce que je trouvais ça dangereux, puis j'ai fini par trouver l'appli Géo Vélo qui m'a permis de faire mes déplacements à Paris en vélo dans la mesure du possible, et ça c'était chouette aussi. Donc voilà, l'étape de trouver un logement, ensuite de me former au coaching en même temps que je travaillais. Donc voilà, j'ai trouvé cette démarche de coaching que je connaissais pas du tout. Je faisais de l'accompagnement depuis quasi 20 ans, mais je connaissais pas le coaching. Et donc je me suis formée avec une solution qui permettait de se former en même temps que tu travaillais, parce que les téléformations étaient le soir, et puis après c'était 3 longs week-ends de 3 jours. Donc comme je travaillais pas le vendredi, ça tombait bien, je pouvais faire ces formations. En plus c'était à Paris, donc c'était chouette. Et le pas suivant, c'était de faire le choix de m'installer en Normandie concrètement, suite au Covid. Et ça, voilà, c'est une fois après l'autre. Donc gérer vraiment chaque dossier l'un après l'autre, ça sert à rien de faire tout d'un coup. Tu peux pas tout changer d'un coup, hein. Et donc y aller, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Peut-être de trouver un logement, trouver un travail, voilà, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment je discerne et comment je suis accompagnée pour discerner, enfin voilà. Ensuite, voilà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais l'importance d'accepter de l'aide, hein. Personnellement, j'ai une grosse pente spontanée de sauveuse, hein, comme on dit, et donc j'aide facilement. J'ai plus de mal à accueillir l'aide des autres, et comme s'il y avait une culpabilité d'accueillir l'aide de proches ou de moins proches. Et en fait, quand j'étais à Montréal, j'avais vécu, on m'avait touché du doigt quand j'étais en formation. J'avais une histoire où j'avais eu une grippe, et les grippes n'étant pas les mêmes souches qu'en Europe, j'avais pas été vaccinée. Je me suis dit pourquoi je me ferais vacciner contre la grippe à l'époque, et en fait, du coup, j'avais pas du tout les souches nord-américaines, et j'étais malade, mais voilà, j'étais couchée, voilà, c'était grippe, une grippe 100 points, Cécile 0 points, là, j'ai perdu complètement. Donc juste la force d'aller boire un verre et de me recoucher, de boire de l'eau et puis de me recoucher, et puis c'est tout. Et un soir, j'étais de cuisine, justement, au moment où j'étais malade, et donc je m'étais levée, même si j'étais vraiment pas en état, pour faire la cuisine, et les sœurs m'ont dit: «Non mais qu'est-ce que tu fous là? Va te coucher, bien sûr qu'on te remplace, t'es malade, donc tu retournes te coucher, et nous on t'apporte de la soupe, voilà, prends soin de toi, et c'est ça la priorité.» Je me souviens que ça m'avait fait pleurer, même ça, alors que voilà, ça paraît en effet normal dans un groupe communautaire de s'entraider. Et donc, en retravaillant ça après en accompagnement, j'ai pu voir que accueillir de l'aide, c'est aussi permettre à l'autre de donner de l'amour à l'autre. Donc c'est aussi positif de permettre de vivre cet amour de réciprocité qui est dans le don et dans l'accueil. Donc bien sûr encore une fois, il y a un discernement à avoir. Mais le fait d'être dans une situation de pauvreté permet de... Voilà, t'es pas pauvre sur tous les sujets, hein, voilà. Ça te permet d'accueillir, d'expérimenter cette situation. Donc voilà, donc je vous ai parlé de mon parrain et de sa femme, ma tante, et combien ils ont été un soutien moral et physique important. Et voilà, ils ont 6 enfants, mais ils m'ont un peu accueilli comme le 7e, on va dire, la 7e de la fratrie quelque part, en étant là pour moi. Je me souviens qu'un de mes frères m'a dit: «Écoute, voilà, Géraldine, donc sa femme avait changé de téléphone, donc ils avaient encore l'ancien qui fonctionnait, qui était moins puissant, mais qui fonctionnait. Et donc il m'a dit: bon écoute, voilà, si tu veux, Géraldine a eu l'idée que peut te passer son téléphone, et moi je te paye un forfait téléphonique pendant 1 an, comme ça te permet d'avoir accès à un smartphone.» Bon, moi c'était mon premier smartphone, vous allez pouvoir rigoler avec ça, parce que moi quand je suis rentrée au monastère, c'était les premiers téléphones portables. En gros, on s'en servait pour appeler et envoyer des SMS, hein. C'était ça l'usage du téléphone, qui était plutôt un peu gros et costaud. Et quand je suis sortie, le téléphone, ça sert à tout. Ça sert à faire des photos, ça sert
à regarder ses mails, à gérer son compte en banque, etc., etc. Donc là, je me suis pris un peu une claque de 20 années dans la figure. Donc j'ai dû apprendre quoi, à gérer tout ça. Mais c'était voilà, le fait que mon frère me dise bon, bah, on te paye, on t'offre le téléphone et on te paye le forfait pendant un an, bon, bah, c'était super précieux, quoi. Pour le prêt bancaire, au début, avant le Covid, j'avais pas besoin d'avoir d'apport. Et après le Covid, il fallait que j'ai un apport de 10 000. Moi, j'avais seulement 8 000. Bon, bah, j'ai une amie qui m'a dit bon, bah, si tu veux, je te fais un prêt à taux zéro de 2 000 et comme ça, tu as ton apport complet. Et donc, je l'ai remboursé au fur et à mesure. Mais ça m'a permis d'acheter ma maison. Donc, c'était chouette. Et puis, voilà, le dernier truc, c'est par rapport à ma maison. Quand je me suis installée à Paris, donc j'étais en colocation contre service, donc c'était un meublé. J'ai rien acheté à part un couteau de cuisine et un éplucheur parce que j'aime bien cuisiner avec du bon matériel. Et en fait, du coup, j'avais rien. Enfin, j'avais acheté des habits, mais je veux dire, au niveau. Pour remplir une maison, il faut quand même un lit, une table, enfin, un certain nombre de choses comme ça. Et en fait, plein de gens, quand ils ont su que je m'installais, m'ont filé des meubles, des assiettes, des couverts. Enfin, donc c'est ma maison, j'ai quasi rien acheté du tout. J'ai pas trouvé de grille-pain ni à la ressourcerie, parce qu'après j'ai fait la ressourcerie. Bon, par exemple, voilà, j'avais pas de table à repasser, bon, bah, je l'ai acheté en ressourcerie, je l'ai pas acheté neuve. Et le grille-pain, je l'ai pas trouvé en ressourcerie, donc c'est la seule chose que j'ai prise, étant vraiment à la campagne, n'ayant pas de boulangerie à côté. Voilà, je mets mon pain au congélateur et donc le grille-pain, c'est pas un peu, ça fait partie des choses nécessaires, mais c'est tout quoi. Enfin, j'ai quasiment rien acheté de tout ce que j'avais, et ça c'est précieux, voilà, de pouvoir accepter ces dons. Et puis en plus, voilà, au niveau écologique, ça évite de faire des achats encore et de nourrir le système. Ensuite, voilà, le côté créatif, la créativité, c'est voir comment tu peux trouver des solutions qui sont différentes. Je te parlais de la colocation contre service. Voilà, d'avoir cette idée de se loger autrement, de renoncer à avoir un chez-soi tout de suite, mais pour pouvoir faire des économies. Là, je faisais des économies de temps puisque je faisais du coup 40 minutes de trajet en tout versus 4 heures. En étant en colocation, je faisais aussi une économie financière parce que je ne payais pas de loyer, je payais une participation à la nourriture que j'ai même fini par payer en tickets resto pour faire des courses. Parce que les tickets restaurants, il faut savoir que ça peut servir à faire des courses quand c'est des courses alimentaires, hein. Donc on fait des économies plutôt que d'utiliser le ticket resto au resto, de les utiliser pour aller faire des courses alimentaires. Ça, c'est aussi une manière, si ton travail a des tickets resto, de faire des économies. C'est aussi un tips qui est important, qu'on m'avait transmis du reste. Pareil, les collègues, quand j'étais au travail, m'avaient parlé de Vinted, je ne connaissais pas, et donc ça m'est arrivé de devoir acheter... notamment pour les concerts, en fait, j'ai acheté 2 robes comme ça, parce qu'il y avait une chorale où le dress code c'était robe noire, donc moi j'avais absolument pas acheté une robe noire, parce que c'était la couleur que j'avais au monastère, et donc j'avais pas du tout de noir, donc je m'étais dit je vais pas payer une robe noire neuve, donc j'avais pris sur Vinted, et pareil, après j'avais fait un concert en Angleterre, et le dress code pour les altis c'était rouge, donc j'avais acheté aussi une robe comme ça sur Vinted. Là tu es aussi dans le système voilà, de ressourcerie qui permet d'avoir des choses qui sont en très bon état, parfois quasi neuves, et beaucoup moins cher que si tu achètes du neuf. Et donc la colocation contre service, voilà, c'est une manière de mettre de l'argent de côté pour pouvoir redémarrer la nouvelle vie, quoi. Donc, comme j'avais peu de charges à Paris, voilà, téléphone, transport, assurance habitation, c'était à peu près tout. Bon, plus la nourriture un petit peu, mais c'est pas du tout dans les mêmes proportions que si voilà, j'étais dans mon chez-moi. Ça m'a permis de faire des grosses économies, de mettre de côté et d'acheter ma maison. Donc, comment voilà, tu peux trouver des solutions de créativité. J'ai une collègue coach qui démarre depuis peu de temps son activité de coaching sur Rouen. Bon, plutôt que d'acheter un bureau ou de se trouver un bureau qu'elle aurait elle-même, donc ça veut dire engager des frais, elle va à un espace de coworking qui est à la CCI, 40 € par mois. Bon, voilà,
pour avoir un espace qui lui permet de rencontrer d'autres personnes et qui lui permet d'avoir une adresse qui fait pro. Donc il y a moyen de trouver des solutions quand tu cherches en fait et quand tu parles aux gens, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme manière de faire, penser autrement que il faut que je m'achète ou que je loue quelque chose, quoi. Un autre aspect, c'est la proactivité. Donc être proactif, c'est de prendre des initiatives. C'est l'inverse de la passivité, donc d'attendre que ça arrive tout seul, cuit dans ton bec, quoi. Bon, moi, tu vois, par exemple, pour trouver un travail, à Montréal, c'était une formation à la paix que j'avais fait. Et donc, je connaissais la déléguée générale de Pax Christi France, une asso catho pour la paix. Et donc, j'ai pris l'initiative de lui écrire un mail en disant, voilà ma situation. Et elle m'a dit elle m'a répondu tout de suite en disant, justement, écoute, viens, on peut se voir à tel moment. Donc je suis allée à Paris, je l'ai rencontrée. Et quand elle m'a proposé un travail bénévole, ça aussi, il faut être clair sur ce qu'on veut. Moi, je n'avais pas les moyens d'avoir un travail bénévole. Je savais que j'aurais déjà une retraite ridicule, donc c'était évident que c'était salarié. Donc j'ai dit, non, moi, c'est pas possible. Je veux dire, ça fait sens pour moi de travailler à Pax Christi, mais ça peut pas être bénévole. J'ai pas de mari, j'ai pas de salaire de mari sur qui le compter. Enfin voilà, c'est évident que ce sera avec un salaire. Et en fait, du coup, elle a demandé au DAF qui a trouvé le trésorier, qui a tout à fait accepté et trouvé que c'était qui m'a trouvé un salaire. Donc même si c'était un truc à mi-temps. Donc c'est dire qu'est-ce que je peux prendre comme initiative pour trouver des solutions. Voilà. Quand on me parle d'un truc, quand on m'a parlé du réseau Véro, hop, j'ai été appelé, j'ai été mettre le mail au réseau Véro. Quand on m'a parlé de la colocation contre service qui serait sûrement possible sur Gens de Confiance, je me suis inscrit sur le site de Gens de Confiance, j'ai cherché des parrainages et tout ça. Donc être actif, quoi. Prendre les initiatives, avancer, demander conseil. Voilà, quand on te donne une solution ou qu'on te parle de quelque chose, aller voir. Parce que voilà, les choses ne tombent pas du ciel non plus, hein. Et donc c'est important de pouvoir aller de l'avant et être actif pour ça. Une autre ressource, c'est de s'appuyer sur ses ressources de manière plus globale. C'est-à-dire qu'il y a les ressources financières, c'est vrai. Moi, une grande force de ce que j'ai reçu à l'IFIM, c'est d'apprendre à voir mes forces. Et de pouvoir m'appuyer sur ces ressources intérieures, mes capacités, mes compétences, que du coup j'accueillais d'avoir et que j'acceptais d'avoir pleinement, et je savais m'appuyer dessus grâce à ce travail fait à l'IFIM. Ça m'a permis de m'appuyer sur ça pour avancer. C'est-à-dire que j'avais peut-être pas les ressources financières, mais j'avais ces ressources intérieures, et donc sur quelles ressources je peux m'appuyer, donc d'aller chercher un travail qui était en lien avec ça aussi. Par exemple, j'ai une formation à la paix, je vais dans une association pour la paix. Et de savoir du coup écouter ce que je voulais. Donc c'était accompagner des personnes et donc d'aller chercher une formation de coaching. Donc à chaque fois, s'appuyer sur cette force intérieure et sur les décisions, les orientations que je souhaitais. À l'IFIM, une des questions clés qu'on recevait, c'était qu'est-ce que tu veux ? Question que pose du reste souvent Jésus, c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, mais voilà, qu'est-ce que tu veux. Et Janine Guindon, qui est la fondatrice de l'IFIM, disait l'objectif, c'est la colonne vertébrale des forces. Donc avoir cette colonne vertébrale de dire me poser cette question, qu'est-ce que je veux, je veux me former au coaching parce que je veux continuer à accompagner des personnes et les aider à avoir leur force, justement, c'est-à-dire faire ce travail ce beau travail de se connecter à ses ressources intérieures, à ses ressources personnelles. Après, l'objectif, c'était de vivre en Normandie. Je me suis donné les moyens de dire, ok, je mets de l'argent de côté, comme ça me fait un apport, et comme ça, je pourrais acheter quelque chose un jour. Donc voilà, avoir cette force intérieure de chercher ce que je voulais, un pas après l'autre, pour avancer. Et puis, bien sûr, c'est pas un chemin tout droit, tout facile, voilà. Et donc, ça peut être intéressant aussi de faire mémoire du chemin. C'est-à-dire que je me souviens qu'au bout de 2 ans, j'étais dans une situation délicate parce que donc j'avais plus mon travail et j'étais dans la démarche. J'étais en plein en train de signer les papiers pour acheter la maison. Donc tu commences avec un emprunt en n'ayant plus de boulot. C'était un peu touchy. Je pense qu'on était entre le compromis et la signature de la vente. Oui, c'était à ce moment-là. Et comme j'étais en formation de coaching, j'avais
du co-coaching avec quelqu'un qui est devenu un ami et puis qui m'a aidé à voir dans le rétroviseur. Mais qu'est-ce que tu as fait en 2 ans comme chemin, quoi? Tu as trouvé un travail, trouvé ce que tu voulais comme faire pour la suite, donc un peu ta mission. Donc j'ai pris la formation de coaching, tu as mis de l'argent de côté, tu es en train d'acheter une maison. Donc c'est dingue le chemin que tu as fait, Cécile. Enfin, il m'a fait un peu un retour comme ça et il me l'a fait voir, en fait. Il me l'a fait voir et ça a été ah ouais, en fait, ouais, je m'inquiète alors qu'en fait, je suis dans une situation bien meilleure que quand je suis sortie où j'avais rien finalement. Tu vois, l'histoire du jogging, ça m'a un petit peu. C'est un peu symbolique pour moi, mais c'est vrai, quoi. Donc de faire ce mémoire de temps en temps, de se retourner et de regarder, mais qu'est-ce que j'ai mis en place depuis ce choc, qu'est-ce que j'ai acquis, quelles sont les démarches aussi intérieures, d'être capable de se positionner par rapport à des comportements qui ne sont pas ajustés, des choses comme ça. Donc c'est important de voir tout ça, de faire mémoire de ça pour s'appuyer aussi dessus, parce que c'est des ressources, hein. Donc voilà, en conclusion, j'allais dire, n'hésite pas d'abord à partager ta situation, à parler de ce que tu vis. Tu trouveras des personnes pour t'aider et te donner des conseils qui peuvent t'aider. Donc c'est la première chose, parce que la première souffrance, c'est de ne pas parler, de faire comme s'il n'y avait pas de problème alors qu'il y en a. Et donc, j'allais dire, parle, c'est le premier point, quoi. Ensuite, sois proactive pour trouver des solutions et en y allant un pas après l'autre, tu vas pas pouvoir tout changer d'un coup, mais vas-y, quoi. Et sois dans la gratitude de ta situation qui s'améliore en regardant de temps en temps dans le rétroviseur pour goûter le chemin parcouru. La confiance en toi est sans doute une clé pour oser y aller et j'ai envie de te dire, vas-y, let's go, hein. Je ne sais pas si tu as vu l'image de couverture de cet épisode. J'ai envie de finir avec ça, avec la célébration. C'est une photo qui a été prise à mon insu par un ami quand on arrive à Fisterra. Donc Fisterra, c'est après Saint-Jacques. On peut encore faire 100 bornes après Saint-Jacques si on veut, aller jusqu'à la mer, en fait. Et Fisterra, ça veut dire Finistère, en fait, hein, c'est le Finistère espagnol. Et donc, c'est après avoir fait mes 40 jours de marche, cet accomplissement. Et voilà, j'adore la photo qu'il a prise, parce que c'est très, voilà, c'est très spontané. C'était après les photos posées, on était très sages tous à se congratuler d'être autour de cette borne, qui est la borne 0, en fait, à Fisterra. Et bien, elle dit bien cette célébration, cette force de ouais, je l'ai fait, tu vois, yes, I did it, et on sent que tout le corps est pris. Donc comment tu peux célébrer tes victoires, célébrer même les pas que tu fais, et pour vraiment aussi, Tony Robbins parle d'embodiment, c'est-à-dire que ça passe par tout ton corps, en fait, cette célébration, parce que ça te nourrit aussi, ça te renforce, ça te permet de rentrer dans cette gratitude profonde. Donc, et parfois ça peut être décalé, hein, et tu peux trouver des moyens de célébrer. Moi, c'est vrai que ma maison, j'ai pas pu célébrer tout de suite parce que c'était le 3e confinement, peu de temps après que je sois arrivée dans ma maison. Et puis c'était Covid, donc à chaque fois t'organisais des trucs, c'était annulé parce qu'on n'avait plus le droit de se rassembler, machin. Enfin, et puis les gens avaient peur. Donc bon, voilà, moi j'avais un peu laissé courir. Et puis j'ai des amis qui sont installés il n'y a pas si longtemps. Et qui ont fait une pendaison crémaire, puis j'ai dit tiens, dans le fond moi aussi je peux en faire une, même si c'est décalé, et donc j'ai fait ça à l'Ascension l'année dernière, au mois de mai, et on a eu un temps magnifique, c'était super sympa, on était je pense 70-80, et donc voilà, célébrer le fait que j'ai mon chez moi, que je sois heureuse d'être arrivée en Normandie, et donc c'était un super moment familial, amical, fraternel, très cool. Et donc voilà, comment est-ce que tu peux célébrer pour goûter chaque pas que tu fais, pour avancer. J'espère que cet épisode t'aura nourri et je te souhaite un très bon chemin. C'est comment on se salue sur le chemin de Compostelle, hein. C'est Buen Camino. Dans cet épisode, tu as pu entendre qu'il est possible de changer de vie pour être pleinement toi-même. Si ce n'est pas toujours confortable, tu te sentiras tellement mieux si tu oses le pas. Donc franchement, vas-y, sois pleinement vivante, sois pleinement toi-même. En écoutant cet épisode, peut-être as-tu pensé à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien, alors n'hésite pas à lui partager. Dans
dans le prochain épisode, je rencontre Emmanuelle Gaillardy. Depuis 20 ans, elle accompagne les femmes à pulvériser le plafond de verre. C'est une de mes mentors et je suis heureuse de te la faire connaître. D'ici là, toujours buen camino.